Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. David Charles Grush, ex-officier du renseignement, déclare sous serment devant les membres de la Chambre des représentants que le gouvernement américain possède depuis longtemps des vaisseaux d'origine non humaine issus d'un crash, mais plus que ça, ils auraient retrouvé des restes de l'équipage, c'est-à-dire des corps non humains. Alors ça, c'est une des anecdotes, une des histoires que l'on peut retrouver dans ce livre d'Egon Kragel, OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone. Bonjour Egon Kragel. Bonjour. Merci de votre invitation. Heureux d'être avec vous, en tout cas. Mais je vois partager. Alors, je rappelle que vous êtes grand spécialiste de l'ufologie en France. Vous avez écrit un premier livre, OVNI, enquête sur un secret d'État aux éditions Cherche Midi. Puis OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas aux éditions Max Milo. Et nous sommes avec Didier Maisto ce matin. Bonjour Didier Maisto. Bonjour, terrestres et extraterrestres, et alors, humanoïdes de toute galaxie. Bonjour à tous. Oui, voilà, tous les auditeurs qui nous écoutent. On ne sait pas jusqu'où vont les ondes de Radio Courtoisie. Je rappelle, vous êtes donc journaliste indépendant, vous êtes notre partenaire du jeudi. Alors, dans ce livre, Egon Kragel, vous racontez 56 rencontres avec des extraterrestres qui défient le Pentagone et le FBI. Alors, on rappelle, vous n'êtes pas un hurluberlu, parce qu'il y en a beaucoup, mais votre livre, il est sourcé, il est archivé, vous appuyez sur des articles de presse. Moi, je voulais revenir sur la plus récente, en tout cas, la plus récente actualité sur justement ces objets volants non identifiés. C'est cette nouvelle du 5 juin 2023, où donc David Charles Grush, ex-officier des renseignements pendant 14 ans, il a 36 ans, c'est lui aussi pas un hurluberlu, et pourtant, il explique que depuis longtemps, des vaisseaux d'origine non humaine issus du crash seraient récupérés donc par les Américains, mais qu'il y a aussi un reste de l'équipage, c'est-à-dire des corps non humains. Comment vous expliquez cette nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe ? Oui, on va dire que ça a été un coup de tonnerre dans un ciel qui était déjà agité. Parce que les ovnis bénéficient depuis 2021, grâce au Pentagone, d'un statut officiel. C'est-à-dire que jusque-là, on disait qu'on supputait, est-ce que ça existe, ça n'existe pas. Et maintenant, on va dire que chaussés de feutre, comme j'ai tendance à le dire, les ovnis ont quitté ce casier foutraque du surnaturel, du paranormal, dans lequel on entasse pêle-mêle des choses qui ne sont pas censées exister. Or, maintenant, officiellement, les ovnis existent. Voilà, c'est-à-dire qu'on a reconnu qu'ils sont là. Et depuis, ça n'a pas arrêté de pilonner, c'est-à-dire que leur réalité est reconnue à la fois par la NASA. Ça a été le Pentagone au début, la NASA a emboîté le pas, et puis la Navy, et puis l'Air Force américaine. Donc voilà, c'est les hautes instances, c'est tous les couloirs du pouvoir qui bruissent et qui s'intéressent au sujet. Et c'est vrai que le coup de tonnerre, ça s'est passé le 26 juillet 2023 parce qu'on a eu une audition qualifiée d'historique qui s'est passée à Washington où David Grush a été interrogé par une sous-commission de la défense nationale à la Chambre des représentants. Et là, il a livré des informations absolument incroyables. Il a précisé que les autorités américaines ont récupéré des ovnis ainsi que les restes de leur équipage, c'est-à-dire du matériel biologique non humain. Voilà. Et il a expliqué aussi que il existait en coulisses un programme de rétro-ingénierie occulte, c'est-à-dire qui analyse ce matériel pour en tirer des avantages, et tout ça évidemment financé par des détournements de fonds publics, ce qui n'est ni éthique ni moral. Donc, effectivement, alors qui est David Grush en un mot aussi, parce que c'est pas n'importe qui, c'est pas un rigolo. Cet homme a un pédigré bluffant. On sait que c'est un stratège du renseignement. Il a travaillé dans le renseignement durant 14 ans. Pour ça, il a bénéficié d'habilitations sécuritaires de très haut niveau. Donc, il a eu accès, on le sait, à de nombreuses informations classées top secret. Voilà, c'est un sacré personnage. Oui, là-dessus, la question, c'est finalement pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi cacher ? Pourquoi c'est une découverte scientifique comme une autre ? Pourquoi on cache ça au grand public finalement ? Pourquoi c'est top secret ? Je crois que c'est une vieille histoire. C'est depuis, on va dire, depuis les années 40, dès l'instant où l'Air Force s'est rendu compte qu'il y avait des objets étranges qui violaient notre espace aérien, l'Air Force s'est senti en position, d'impuissance.
Les pilotes ont commencé à parler d'objets comme ça, qui croisaient leur couloir de vol et qui jouaient avec leurs chasseurs. Et visiblement, on est face à un phénomène qui maîtrise une technique que nous ne maîtrisons pas. Et donc, l'armée, ne voulant pas reconnaître son statut d'impuissance, a glissé le dossier sous le tapis et a joué, la carte des muets, en fait. Alors, avant de donner la parole à Didier Maisto, parce que donc vous revenez sur toutes les affaires depuis les années 50 à aujourd'hui, je voulais revenir sur une affaire récente, c'est une audition historique à Washington le 26 juillet 2023, justement pour éclairer justement le public sur ce sujet. Il y a aussi des vidéos, on voit des vidéos donc d'objets volants non identifiés ou d'une humilité totale, il faut le reconnaître. Donc ces chercheurs expliquent on ne sait pas d'où vient cette sphère donc, qui flotte au-dessus de la Terre. Absolument. Il y a eu 3 vidéos qui ont été rendues publiques par le magazine New York Times en 2017. Et des vidéos qui ont été filmées, réalisées par des pilotes assermentés. Et notamment une qui a été tournée en novembre 2004 au large de San Diego. Et là, on voit un objet. Alors, c'est un objet de 12 mètres de long, qu'on a décrit comme un bonbon tic-tac, c'est-à-dire, c'est un cigare blanc absolument lisse. Et cet objet se déplaçait de façon erratique et surtout avec une manœuvrabilité absolument inédite et capable d'accélération supersonique. Et cet objet a joué avec les avions, vraiment, et ensuite a plongé dans l'océan sans causer de remous. Donc effectivement, nous sommes là comme des poules face à un entonnoir, c'est-à-dire qu'on est face à un phénomène qu'on n'explique pas. Alors, Didier Maisto, sur ce livre d'Egon Kragel, OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone aux éditions Max Pinot. Oui, d'abord, vous l'avez rappelé, tout est sourcé. Il ne s'agit pas d'aller dans le fantasme. C'est un recueil de tous les articles de presse, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, d'histoires réelles, d'histoires vraies. Alors, c'est écrit vraiment très bien écrit, comme un roman en fait. Ça se lit comme des nouvelles chaque fois. 56 histoires qui sont autant de nouvelles très très bien écrites, parce que Egon manie bien la langue et nous fait vivre toute l'atmosphère de ces rencontres. Ça, c'est déjà, dans ce premier niveau de lecture, c'est passionnant. Et je dirais, alors, il y a une constante, c'est le grand désarroi de toutes les personnes qui sont confrontées à un phénomène. Alors, on disait paranormal, Egon parlait de catégorie foutraque, etc. Bon, voilà, on voit des gens qui marchent tranquillement dans la forêt, ils font une rencontre, ils voient un vaisseau, ils ont des problèmes ensuite de santé, d'ailleurs. Et je parle de désarroi parce qu'ils ne sont pas crus par leur famille, ils sont moqués par la police et ils tombent souvent dans la dépression. Voilà. Alors, Didier, si je peux rajouter quelque chose à ce que vous dites, il y a beaucoup d'anecdotes où il y a des groupes de personnes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu la même chose. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut dire, il y a quelqu'un qui a une hallucination, mais là, il y a quelque chose de collectif qui évidemment pose question. Et d'ailleurs, la police a isolé souvent les groupes, 2, 3 personnes, les a équipés de micros, les enregistrés à leur insu, dans des pièces à part. Et puis, entre eux, on voyait bien qu'ils étaient terrorisés et qu'ils n'avaient pas inventé. Parce que, pris à part, chacun racontait la même histoire avec les mêmes détails, et mis ensemble, quand ils étaient en quelque sorte espionnés, on voyait bien que ce n'était pas un discours fabriqué. Alors, on ne va pas revenir évidemment sur chaque anecdote, parce qu'il y en a tellement, mais peut-être, avec Egon Kragel, scander, expliquer les grandes dates qui ont fait prendre conscience au monde entier, finalement, avec une reconnaissance officielle de ces phénomènes, de ces ovnis. Et peut-être le premier, c'était en décembre 2017, l'article du New York Times, avec les journalistes Helen Cooper, Rav Blumenthal et Leslie Kean. On y apprend qu'entre 2007 et 2012, le Pentagone, justement, a enquêté sur les UAP, pour ça les OVNI, c'est l'acronyme américain, avec un programme secret doté de 22 millions de dollars. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment l'outing des OVNI avec cet article, Egon ?
De toute façon, je dirais qu'au niveau de l'ufologie, c'est le moment cardinal. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, la dernière commission officielle qui s'était occupée des ovnis s'appelait le projet Blue Book. Et les conclusions du projet Blue Book étaient très claires, c'est-à-dire qu'en fait, ces ovnis n'existaient pas. C'était juste des méprises, hein, de mauvaises interprétations de phénomènes naturels. Et cette conclusion a eu valeur d'évangile, hein, et assez en plus dissuasif pour toute personne qui tenterait de mettre son nez dans ce dossier. Et donc, jusqu'en 2017, c'était officiellement, hein, les grandes instances, c'était partout. Les ovnis n'existent pas, voilà, sont des calembredènes ou des fanfaronnades, etc. Et puis, grâce au quotidien New York Times, qui a balancé un article, hein, qui a été un pavé dans la mare, on s'est rendu compte, en fait, que non, que le Pentagone enquêtait clandestinement, et ça, au 5e étage de l'annexe C du Pentagone, hein, donc voilà. Et alors deuxième date clé, peut-être Egon, c'est avril 2020, hein, où justement c'est le site officiel, hein, défense.gov, hein, le site américain du Pentagone, et le Pentagone reconnaît l'authenticité de 3 vidéos et autorise la diffusion de ces 3 vidéos. Alors, quelles sont-elles, ces 3 vidéos pour nos auditeurs? Alors, il y a 3 vidéos qui s'appellent Go Fast, Gimbal. C'est des vidéos qui ont été justement prises par FLIR, qui était justement la plus importante. C'est celle du bonbon Tic Tac. Et donc ces vidéos circulaient sous le manteau depuis un moment. Les passionnés se demandaient est-ce que c'est des fakes, est-ce que c'est réel. Et là, coup de théâtre, le Pentagone a reconnu l'authenticité de ces 3 vidéos et a autorisé leur diffusion. Ce qui veut dire que voilà, le Pentagone nous disait effectivement il y a des mystérieux objets volants qui jouent avec nos chasseurs, et surtout le Pentagone a révélé que ces objets avaient l'habitude d'interrompre, hein, les manœuvres militaires clandestines, ce qui représente un vrai problème de sécurité nationale. Voilà. Et ça, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire pourquoi, au fond, la NASA, pourquoi la Navy et pourquoi le Pentagone se sont penchés sur le sujet de façon extrêmement officielle et sérieuse, c'est parce que le sujet a quitté, en fait, hein, les théories du complot et représente aujourd'hui, pour les hautes instances, un problème de sécurité nationale. Oui, d'ailleurs, un an plus tard, Barack Obama, hein, c'était sur CBS, je crois, absolument, on reconnaissait officiellement qu'il y avait ce type de phénomène, oui. Et qu'à l'époque, en tout cas, et d'ailleurs aujourd'hui c'est la même chose, les autorités n'avaient pas d'explication. Alors ils vont pas tout dire, parce que bien sûr, on suspecte d'autres puissances, on murmure beaucoup dans le milieu de l'ufologie, la Chine, peut-être la Russie, qui ont des programmes eux-mêmes secrets. On sait que ces pays sont très avancés dans cette technologie, hein, avec les missiles hypersoniques, etc. Donc on peut imaginer aussi que ce soit des manœuvres d'autres pays venant contrer les États-Unis en disant « Coucou, on est là, on vous voit, quoi ». Un belligérant possible, hein, qui a développé voilà une technologie et qui la maîtrise. Mais tu vois, Didier, ce qui est aussi d'un peu étrange et paradoxal, c'est-à-dire que aujourd'hui, le discours officiel, c'est on ne sait pas ce que c'est. Voilà, le phénomène existe, les ovnis existent, mais quelle est leur nature intrinsèque? La NASA, par exemple, dernièrement, disant on ne sait pas ce que c'est, mais pour nous, c'est sûrement pas extraterrestre. Et c'est paradoxal, parce que quand on ne sait pas ce que c'est, je crois qu'il faut rester vraiment dans l'ouvert, rester humble, et après tout, supputer et examiner chaque hypothèse. Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est interdimensionnel? Est-ce que ça vient du futur? Est-ce que c'est un belligérant terrestre? Est-ce que ça vient d'autre espace? Je crois que c'est le moment vraiment de se poser ces questions assez fondamentales pour nous, hein, pour nous humains, parce que c'est vraiment fondamental. Et il faut creuser
évidemment là-dessus, et vous dites que donc là c'est 70 ans, vous revenez sur 70 ans justement d'études sur ces phénomènes, et notamment dans les années 50, vous expliquez qu'il y a véritablement une vague de faits divers dans le monde, de rencontres d'humains avec des objets volants non identifiés, mais aussi avec des petits humanoïdes. Alors vous partagez notamment les dessins de ces humanoïdes dans votre livre Egon Kagel, OVNI, ces rencontres qui défient le FBI et le Pentagone. Donc il y a des dessins des témoins de ces phénomènes particuliers, et particulièrement, je voulais revenir sur Automne 54 par exemple, dans le monde entier. Pendant l'automne 54, dans le monde entier, il y a une véritable vague de témoignages. Donc, ce sont des gens qui ne se sont pas mis en lien ensemble, et notamment les époux Mouzin dans la commune de Beaufort en France ont fait une rencontre absolument incroyable. Surtout que je connais bien le Beaufort. Donc, donc vous dites notamment, donc on va revenir si vous voulez bien sur les époux Mouzin, mais au même moment, en Grèce il y a la même chose, en Amérique du Sud il y a la même chose. C'est déroutant. On a assisté à l'automne 54 à ce qu'on appelle une vague d'ovnis, c'est-à-dire que en septembre, octobre et novembre, ça a été un florilège absolument de témoignages. Alors, juste, Egon Kagel, juste avant, je voulais, pour que ça soit bien clair, il y a une différence entre OVNI et extraterrestre. Et OVNI, c'est objet volant non identifié pour nos auditeurs. Donc, c'est-à-dire que ce sont des objets, on ne savent pas d'où ils viennent. Et puis, extraterrestre, c'est vraiment, on pense que ça vient donc extraterrestre. Alors, en dehors de la Terre. Absolument, extraterrestre, c'est une hypothèse. Hein. Ça reste toujours une hypothèse. C'est-à-dire que, comme des témoins racontent depuis le 19e siècle, depuis le 19e siècle, il y a eu une première vague aux États-Unis en 1896 et 1897, où on a vu, moi j'ai plus de 5000 articles, on a vu dans le ciel américain des espèces de dirigeables portant des personnages bizarres, se portant bizarrement. Donc, depuis le 19e siècle, des témoins de par le monde entier affirment avoir aperçu des créatures surprenantes, inhabituelles, à proximité ou à l'intérieur de ces étranges vaisseaux. Donc, on peut établir tout de suite un tropisme en se disant, s'il y a des créatures, c'est que voilà, elles semblent exogènes, elles ne nous ressemblent pas, est-ce qu'elles viennent d'ailleurs? Et d'ailleurs, moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'après avoir discuté avec pas mal de militaires et de hauts gradés, je peux vous dire quand même une chose, je vous le révèle, c'est que pour une partie de l'armée, l'hypothèse extraterrestre semble la plus valide. Oui, voilà. Et là, justement, je voulais revenir sur ces époux Mouzin dans la commune de Beaufort. Oui. Eux, donc encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours quand c'est une personne en particulier, on peut se dire bon bah c'est une hallucination. Là, c'est deux époux qui sont totalement sains d'esprit, voient la même chose en France. Donc ils voient. Racontez-nous ce que voient les. Ça s'est passé en octobre 54. C'était pas loin de Maubeuge, dans le nord de la France, et on a ce couple très tranquille. Ils sont allés visiter une parente qui a été alitée suite à un accouchement difficile. Et bon, ils sont à bord de leur voiture tranquillement, et soudain ils aperçoivent une lumière, une lumière en haut d'une côte comme ça, et ils sont un peu préoccupés. Enfin, le conducteur est un peu préoccupé, se dit est-ce qu'il y a un accident? Il ralentit. Et soudain, ils aperçoivent au bord de la route une sorte de fusée très étrange. Et à l'intérieur de cette fusée, une espèce de personnage trapu, petit, qui ressemble. Enfin, ils l'ont décrit parce qu'il ressemblait à la publicité Bibendum, vous savez, de Michelin, des pneus Michelin. C'était des personnages comme ça qui étaient entourés d'espèces de boudins. Et ce personnage bougeait de façon assez rigide comme ça. Et ils ont eu très très peur. Et ils ont été raconter ça après. Bon, évidemment, vous savez, chaque fois que des témoins d'OVNI ont témoigné à visage découvert comme ça, ils en ont payé le prix fort. Donc, il y a eu beaucoup de moqueries. Mais dès le lendemain, Monsieur Mouzin a voulu retourner sur les lieux de son observation. Et là, ils ont découvert, enfin, il était avec un ami, ils ont découvert des traces absolument incroyables en forme de rectangle avec une espèce d'odeur comme ça, de benzine qui se dégageait. Donc, il était très fier et très content en disant, voyez, je n'ai pas rêvé. Et d'ailleurs, il avait gagné une bouteille de champagne. Voilà. Oui. Ce sont des cas qui ont été vraiment enquêtés. Et c'est un petit peu le premier cas français, en tout cas, et puis c'est aussi le début de cette vague mondiale. Vous parlez de la Grèce, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Iran.
dont on a vraiment parlé, Oui, c'est dont le on a cas, ça s'est passé à Carouble dans le Nord, pas très loin d'ailleurs. C'est le cas de Marius de Wilde, qui a été énormément médiatisé et qui a franchi les frontières. Moi, j'ai des articles sur le cas de Marius de Wilde, des articles américains, allemands, japonais, africains. C'est vraiment le cas qui a fait prendre conscience aux citoyens français de l'époque du phénomène des soucoupes volantes et du phénomène de ce qu'on appelait les martiens. Didier Maistre. Oui, et puis il y a une constante, je le disais tout à l'heure, c'est que quand des citoyens lambda sont témoins de ce genre de phénomène assez quand même singulier, ils ne sont pas crus. Et derrière, toute leur vie, souvent, on est bouleversé, quoi. Hein, parce qu'ils sont partagés entre... ils ne peuvent pas garder ça pour eux parce que c'est trop énorme, mais ils sont partagés entre dire et se taire. S'ils disent, ils savent que même dans leur cercle familial, dès qu'ils commencent à parler, ils sont moqués. Dans le cercle professionnel, ils sont moqués, ça les conduit souvent à perdre leur travail, à être mis au banc. Et donc, ils sont partagés, deviennent complètement schizophrènes. Et ça aussi, c'est un problème. Alors, selon vous, est-ce que depuis que c'est officiel, les gens sont moins pris pour des farfelus, des huluberlus, ou est-ce qu'il y a encore cette pression sociale, familiale et économique sur eux ? Je crois qu'elle est toujours. Il faut espérer que ça se décontracte. Hein. Ce que dit d'ailleurs la NASA dernièrement, la NASA a tenu une séance publique et leur mot d'ordre c'était on espère que le sujet qui passionne le public, hein, c'est la NASA qui le dit, c'est donc l'agence spatiale, disant on espère que ce sujet ne soit plus considéré comme complotiste ni sensationnaliste, hein, qu'il soit traité de façon scientifique. Mais en même temps, la NASA n'a pas voulu a créé un nouvel office de recherche sur les ovnis et n'a pas voulu tout de suite citer le nom du responsable parce que la NASA qui avait rassemblé un vrai panel de grands scientifiques a reçu des menaces et des moqueries et donc s'est rendu compte que encore aujourd'hui parler d'ovnis n'est pas sans risque. Même de la part de l'agence spatiale nord-américaine. Alors, on va revenir évidemment sur votre livre Egon Kragel, OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone, qui est véritablement un livre passionnant avec, donc, je rappelle, 600 rencontres avec des extraterrestres qui défient le Pentagone. Mais vous, Didier Maistre, vous connaissez la règle. Il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Marie Falicon. Ligne droite. Vue de haut. Alors, Egon Kragel, je rappelle dans votre livre, ce livre OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone, aux éditions Max Milo, vous racontez donc 56 rencontres avec des extraterrestres, et notamment, donc on a parlé des années 50, donc il y a eu une vague de témoignages dans les années 50, et puis dans les années 60, il y a un nouveau phénomène qui arrive, c'est l'enlèvement par des extraterrestres. Alors ça, c'est tout de même plus ou moins difficile, c'est plus difficile à prouver, et notamment je voulais revenir avec vous sur l'affaire de Pascagoula dans les années 70, où là, encore une fois, et c'est pour ça que c'est important de le rappeler, c'est deux personnes qui témoignent de la même chose, c'est-à-dire un enlèvement par des extraterrestres. Ouais, Pascagoula, c'est un des cas les plus emblématiques de l'ufologie nord-américaine. Didier en parlait tout à l'heure. On a deux pêcheurs là qui sont en train de taquiner le goujon local et soudain qui vont apercevoir une lumière. Ils pensent au début que c'est un véhicule de police qui est en train d'inspecter leur voiture qui est garée plus loin, mais en fait cette lumière tourne autour d'eux. Ils sont sur un vieux ponton comme ça. Désaffectés et ils vont être confrontés à un objet, un énorme objet. Une porte va s'ouvrir. Ils vont dire d'ailleurs la porte est apparue. Vous savez un peu comme ces porte-monnaies en caoutchouc, c'est ce qu'ils vont dire. Vous savez sur lesquels on appuie et qui se manifestent comme ça d'un seul coup. Et sont sortis des êtres très étranges qui avaient une espèce de peau d'éléphant. Et qui se sont emparés de ces deux pêcheurs, les ont entraînés à l'intérieur de ce vaisseau, les ont examinés, les ont soumis à des examens un peu humiliants, et puis les ont reposés sur le ponton une fois leur tâche terminée. Et ce que racontait Didier tout à l'heure, c'est que ces deux pêcheurs ont été extrêmement traumatisés.
Ils sont allés, ils se sont rendus dans le poste de police le plus proche et ils ont été d'abord interrogés vraiment vertement par les agents présents. Et ensuite, ce qu'ont fait les agents, c'est qu'ils les ont enfermés dans une pièce et branché à leur insu un magnétophone en se disant, de toute façon, on va les avoir, ils vont ils vont finir en discutant tous les deux par dire, voilà, on les a bien eus, on leur a bien raconté nos sornettes. Mais en fait, ils se sont mis à pleurer, l'un pleurait, l'autre priait. Et là, les policiers ont dit, écoutez, s'ils nous ont raconté des histoires, c'est que ce sont des acteurs absolument incroyables. Et cette histoire les a poursuivis toute leur vie. Ces deux témoins ont écrit chacun leur histoire. Ce sont des livres passionnants à lire. Et effectivement, et vous avez raison, à partir de ces années, fin ces années 60-70, on assiste à un nouveau phénomène qui est celui des enlèvements, des abduction en anglais. Voilà, c'est nouveau. On nous pêche quelque part. Alors, Igor, une question plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a conduit à te passionner pour cette recherche? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que ça t'a conduit à t'interroger sur notre humaine condition, de penser qu'il y a d'autres planètes, d'autres systèmes? De toute façon, là, il y a un consensus scientifique pour dire qu'il y a des conditions de vie possibles sur d'autres planètes. Il y a beaucoup de programmes, encore sur Mars, avec de l'eau, etc. On ne va pas rentrer dans le détail de tout. Il y a beaucoup de pays qui investissent dans la recherche spatiale, y compris des pays des BRICS aujourd'hui, comme je ne citerai que l'Inde. Bien sûr, il y a une dimension géopolitique, stratégique, montrer qu'on est une puissance qui compte, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu t'es intéressé à ça et qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel? Il y a plusieurs choses. La première raison, c'est une raison familiale, parce que je suis fils de colonel, et mon papa invitait des pilotes et ces pilotes nous racontaient des histoires vécues. Et c'est vrai que pour l'enfant que j'étais, ces moments étaient absolument incroyables, parce que pour moi, grandir dans un contexte comme ça de caserne et d'armée, c'est pas toujours facile. Mais là, c'était un ailleurs. Ça réenchantait mon monde. C'était une magnifique embellie et surtout une échappée buissonnière bienvenue. Voilà. C'était la première raison. Et comme ces pilotes étaient des gens extrêmement pragmatiques et mon papa était aussi extrêmement pragmatique, donc je leur ai accordé dès le début, tout enfant, ma confiance. La seconde, et là Didier, tu as mis le doigt dessus, la seconde raison, c'est aussi en vue de nos avancées scientifiques. Parce qu'il serait irrationnel, en l'état de nos connaissances actuelles, d'éluder ce questionnement. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? On sait que depuis 95, on a deux astrophysiciens de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont découvert la première exoplanète. Et aujourd'hui, on en a localisé, je crois, plus de 5000. Et pas que des géantes gazeuses. On parle aujourd'hui de naines rocheuses, solides, qui ressemblent à notre Terre. Et on a détecté sur ces naines, sur ces planètes naines, des présences de molécules carbonées comme du méthane, du dioxyde de carbone, donc de l'eau aussi. Donc un environnement propice à l'apparition et au fonctionnement de la vie. Voilà. Et toujours concernant des avancées scientifiques, il y a une chose très importante, c'est que il y a encore 3 décennies, les grands experts scientifiques nous affirmaient que la vie sur Terre était absolument exceptionnelle. Elle était due à une conjonction de facteurs spécifiques, tellement hasardeux, tellement uniques, que ça pourrait pas visiblement se reproduire ailleurs. Or aujourd'hui, ce narratif scientifique a drastiquement changé. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit que la vie, et là, ce sont les astrobiologistes, qui nous disent que la vie serait en fait un phénomène naturel très très banal, répandu dans tout l'univers. Et la vie, ce serait quoi? C'est juste un état évolué de la matière inerte. Et si on prend un télescope et qu'on essaie de regarder, l'étendue de l'univers, il y a beaucoup de matière inerte, donc peut-être beaucoup de vie. Et la troisième raison, Didier, c'est une raison philosophique. Alors, je sais pas si beaucoup de gens savent, mais la possibilité qu'il y ait une autre forme d'intelligence que la nôtre a façonné toute l'histoire de la philosophie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'ère contemporaine. La première phrase que j'ai mis en exergue de mon livre, en fait, est une phrase de Emmanuel Kant,
Hein, vous savez, le philosophe qui a passé sa vie à assumer le bon fonctionnement de la raison. Emmanuel Kant, comme Descartes, comme Anaxagore, comme Xénophane, comme Épicure, comme des tas de philosophes, Kant a cru dur comme fer à la vie extraterrestre. Voilà. Et pour lui, c'était pas une lubie ou un accident. Dans son ouvrage Le Critique de la raison pure, véritable bréviaire philosophique, Kant était prêt à parier toute sa fortune. C'est incroyable, hein, que les autres planètes étaient habitées. Donc c'est à la fois la philosophie, parce que c'est une science de la pensée qui m'intéresse beaucoup. C'est à la fois mon papa et ma famille, et puis c'est à la fois un regard que j'essaie de poser sur nos avancées scientifiques. Autant faire ce que... Alors, moi, je voulais revenir sur cette chronologie, parce qu'on a parlé des années 50, on a parlé des années 60, et donc je vous propose de parler des années 70, et là, donc, on a illustré donc, votre arrivée sur Radio Courtoisie par Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, sorti en 1977, et puis il y a d'autres films qui sont sortis, puis même Spielberg donc, a fait E.T. au début des années 80, et en même temps, ça appartient désormais à la culture pop, au cinéma américain, et d'un autre côté, les ovnis s'officialisent notamment par la création de GEPAN, donc groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés en France. Donc c'est intéressant, dans les années 70, il y a à la fois cette dimension, ça appartient désormais à la science-fiction et au cinéma de science-fiction, et en même temps, ça commence à s'officialiser, et puis voilà, la France et les États-Unis prennent ce sujet très au sérieux. Parce qu'on a vécu, comme en 1954, dès 73, on a vécu en France et partout dans le monde aussi une autre vague d'ovnis. C'est-à-dire, je crois que les choses sont corrélées. Hein. Il y a des milliers de témoignages à partir de 74 effectivement, la France, nous avons été un petit peu des ambassadeurs, hein, c'est l'exception française, c'est-à-dire que face à cet afflux de témoignages, le CNES a décidé de créer un bureau d'études du phénomène qui s'appelait le GEPAN, et nous avons été les premiers, absolument les premiers. Et aujourd'hui, on voit que par exemple aux États-Unis, avec la création de l'ARO, hein, qui est un bureau maintenant officiel du Pentagone, qui se penche sur le phénomène OVNI. Enfin, nous avons été les premiers. Hein. Au fond, l'ARO, c'est une reproduction du GEPAN de 77. Et là, on peut lancer peut-être un cocorico en se disant qu'on a ouvert la voie. On a ouvert la voie, vraiment. Et justement, donc, on commence à connaître dans les années 70, on a les témoignages des années 50 et 60. Est-ce que ça a un impact justement sur les prochains témoignages ? C'est-à-dire que les gens même soit n'osent pas le dire en disant je vais être traité de fou, ou alors justement ils se disent tiens, j'ai moi aussi été témoin de ce genre de phénomène. Oui, c'est une très très bonne question. Alors effectivement, on peut supputer qu'il y a eu comme ça une sorte d'influence, hein, mais quand on se penche aussi sur pas mal de témoignages du livre, on va se rendre compte qu'il y a des gens extrêmement isolés. Je pense beaucoup par exemple à l'Amérique du Sud. Hein, lorsqu'on se promène au Brésil dans les années 70, les témoins sont vraiment des paysans extrêmement simples, que certains n'ont pas de radio, il n'y a pas de télévision, donc ils n'ont même pas accès je dirais à une presse quotidienne. Ils n'ont pas vu Spielberg, quoi. C'est ça. Alors ils ont du mal à décrire ce qu'ils voient. C'est vrai que les humains ont du mal à décrire, on a du mal à décrire un phénomène que l'on ne connaît pas, mais par contre, nous sommes virtuoses et vraiment très compétents pour reconnaître ce que l'on ne connaît pas. Et ça, je crois que c'est très important. C'est-à-dire que ces personnes qui étaient coupées de médias ont reconnu des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense qu'il faudrait qu'on se penche là-dessus beaucoup plus, au lieu de les moquer, vraiment. Didier Maisto. Oui, moi je retiens quand même une formule magnifique que tu viens de citer, que la vie finalement était très banale et que c'était qu'un état évolué de la matière inerte, quoi. Oui. Alors là, c'est vrai que du coup, ça ouvre des champs infinis de réflexion, parce que évidemment l'étude de tous ces phénomènes nous conduit à nous interroger sur ce qu'est la vie, quelles sont les origines, etc., aux représentations qu'on a du monde. D'abord des représentations en termes déistes, appelons ça comme ça, eschatologiques, philosophiques, ontologiques, morales,
ces représentations du monde, parce que même avant l'histoire, avant la philosophie, dans les grottes de Lascaux, que représentaient les gens, des animaux, même pas eux-mêmes, hein, des animaux qui étaient, pense-t-on aujourd'hui, considérés comme supérieurs et des espèces de dieux comme ça. Et puis parfois, on pouvait imaginer aussi, et regarder les étoiles et voir des constellations. Donc ça a toujours interrogé l'homme. C'est peut-être ça le paradis perdu, c'est peut-être ça l'Éden, c'est peut-être ça l'origine de la vie. On peut expliquer comment, de plus en plus aujourd'hui. On ne peut toujours pas expliquer pourquoi. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi ça, l'étude de ces phénomènes, d'essayer d'aller plus loin dans le pourquoi, dans la découverte du pourquoi? Absolument, vous avez raison Didier, parce que je crois que, je parlais de philosophie tout à l'heure, mais dès le début, dès les balbutiements, hein, il a été classique pour les penseurs, ces philosophes, de se référer à un modèle supérieur, hein, voire des fois parfait, hein, pour juger et tenter de comprendre, je dirais, par différentiel, notre propre intelligence et ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un miroir pour savoir ce qu'on est. Nous avons besoin de nous référer à ce qui n'est pas nous pour mieux nous définir. Et ça, c'est essentiel. D'ailleurs, on peut se dire que depuis 2000 ans, si c'était pas les extraterrestres, c'était Dieu et les anges. Hein, c'est pareil. Il y a un tropisme évident. On est passé au fond du ciel à l'espace, on est passé des anges, des dieux aux extraterrestres, mais on est toujours un petit peu et sur toute l'habileté finalement de la religion catholique, oui, c'est de dire que Jésus était à la fois terrestre, fils de l'homme, humain, et extraterrestre. Il le disait lui-même. Il passait son temps, enfin, quand on lit le Nouveau Testament, il passe son temps à dire « Mon royaume n'est pas de ce monde, et je vais retourner là-haut à la droite de mon Père. » Donc c'est extraterrestre. Oui, mais en même temps, Jésus est incarné. J'entends Corentin qui tousse, là. Hein, bon. Exactement, Didier, vous me connaissez, évidemment. Bon, bref, Jésus est aussi est incarné à la fois homme et Dieu. Mais merci, en tout cas. C'est intéressant dans la... Mais tout à fait. Finalement, dans la représentation, je ne parle pas de la foi, etc. Je parle de la représentation religarée, de la religion, hein, des religions ancestrales. Et c'est très intéressant de la façon dont les choses ont été présentées, quoi, voilà. Didier, ce n'est pas l'Inquisition. Je suis obligé de vous couper parce que c'est la fin de cette émission. Merci Didier Maisto pour votre participation. Merci Egon Kragel. Je rappelle le titre de ce livre, OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone. Alors on n'a pas eu le temps de tout dire, notamment le lien avec les Amérindiens, tout ça. Donc évidemment c'est un livre qui est très très riche, qui est passionnant, qui se lit comme un roman. Donc merci à vous et puis à très vite, j'espère, pour de nouvelles aventures avec les ovnis.